Est-ce que vous avez déjà croisé des forces russes? Enfin, vous êtes vraiment retrouvés devant des chars, des soldats? Non, les quelques journalistes qui ont voulu faire ça, malheureusement, ont souvent été visés. Et les journalistes, dans certains endroits, en tout cas à Kiev, pouvaient être sur certaines routes des cibles. C'est ce que nous ont dit les forces territoriales. Ils ont dit, sur cette route-là que vous empruntez, c'est les journalistes et les ambulances qui sont visés en premier. Donc on a enlevé tous nos scotch où il y avait écrit en gros sur des gaffeurs blancs TV presse, et on a foncé. Et la vérité, c'est qu'on s'était dit avec mon équipe, on va pas aller au plus près possible de la ligne de front pour filmer les chars, parce que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup pour notre sécurité à nous. Et puis c'est une guerre qui se fait à distance. Il y a assez peu de combats de rue. Il y en a aujourd'hui à Mariupol, mais c'est une guerre à distance. Donc c'est souvent vain de vouloir aller filmer au plus près parce que vous prenez trop de risques pour un résultat qui ne vaut pas la peine. Mais quand vous bossez en télé, vous êtes obligé d'aller parfois, j'allais dire au plus près. Les photographes prennent en général encore beaucoup plus de risques que les caméramans. En radio, en presse écrite, les obligations entre guillemets en termes d'image ne sont pas les mêmes du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de risque en presse écrite et en radio évidemment. Mais franchement, moi je me permets de dire, je garde toujours une petite crainte dans ma tête et je suis vraiment pas je suis pas une tête brûlée, pas du tout. Et si on m'avait dit à votre âge que j'allais faire ça, je me serais marré, j'aurais bien sûr. Moi j'ai juste envie de faire des gâteaux dans une pâtisserie. Donc il s'avère que mon premier conflit j'ai fait en 2006 au Liban, quand c'était la guerre avec Israël, et je sortais de l'école, je pensais pas du tout qu'on allait me demander à moi, j'y suis allé et j'ai eu la chance que ça se passe bien avec des gens qui m'ont beaucoup aidé. Et je me suis dit que c'était incroyable comme métier. Et c'était arrivé vraiment, j'allais dire, sur le terrain. C'est pas quelque chose que j'avais prévu du tout. Et une fois de plus, il m'arrive très souvent de faire des trucs très très différents. Les documentaires politiques avec les candidats, on ne prend pas de balle dans la tête, hein, je vous rassure. On prend autre chose. Quel est le reportage dont vous êtes le plus fier et pourquoi? Alors le plus fier, je ne pourrais pas répondre, mais celui qui m'a le plus marqué, alors vous allez voir, on est vraiment pas très loin, c'est mon premier reportage radio, un des premiers reportages radio, dans un immeuble d'une douzaine d'étages, dans lequel habitait d'ailleurs Arlette Laguillet, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être pas, mais qui est une ancienne candidate à l'élection présidentielle, un immeuble d'habitation, j'allais dire, pas luxueux en tout cas. Et pourquoi j'étais allé dans cet immeuble? Parce qu'il y avait une femme qui habitait, donc, je crois, au 10e étage. Il n'y avait plus d'ascenseur depuis au moins 2 mois. Et il y avait tout un système de solidarité qui s'organisait pour lui faire ses courses tous les jours. Et quand elle devait aller voir un médecin, il y avait des gens qui la portaient sur 10 étages à retour. Et ce reportage m'a vraiment marqué. Parce que je me suis dit, ça c'est le terrain, c'est la vérité du terrain. Et c'est ça que je veux faire. Voilà. Je pense que c'est peut-être le reportage qui m'a le plus marqué, qui à côté de l'Ukraine peut sembler plus banal, mais qui n'est pas. Il n'y a pas les super infos et les infos pourries. Hein. Il ne faut pas qu'on réfléchisse comme ça quand on est journaliste, évidemment. Et voilà, c'est celui qui m'a le plus marqué. Bonjour, moi j'avais une question pour moi d'ailleurs. La première, c'est notamment quand vous dites qu'il y a par exemple un suivi psychologique, notamment pour les populations en Ukraine par exemple, quand vous en parlez, vous dites qu'il y a des Ukrainiens qui s'occupent d'autres Ukrainiens qui ont vécu la guerre en direct et qui ont besoin d'être suivis psychologiquement. Je sais que dans le domaine militaire en France par exemple, notamment dans les raids, dans les négociateurs, quand il y a vraiment des interventions à faire rapidement, après il y a des suivis psychologiques pour les militaires. Est-ce que c'est le cas pour les journalistes? Par exemple, quand vous dites qu'il y a un journaliste étranger du Times qui a été tué et que vous n'étiez pas loin, est-ce que vous avez eu un suivi psychologique quand même? Du moins, est-ce que, comme vous dites, vous travaillez en équipe, est-ce que vous avez eu des retours? Parce que je pense que ça doit aussi peser, vous ne faites pas ça tous les jours. Mais si ça vous pèse, comment est-ce que vous arrivez à faire avec ça? Alors, c'est une très bonne question. On a la possibilité, à notre tour, on peut en tout cas, si on souhaite rencontrer quelqu'un, un psychologue ou un médecin du travail, c'est à notre demande, et c'est si on le souhaite. Mais ils nous font cette proposition-là. Après, ça peut être utile. Moi, dans le cas présent, je ne l'ai pas fait, mais ça dépend de chacun, ça dépend de la vérité de l'instant, évidemment, et puis de ce que chacun a pu subir ou connaître sur le terrain. Mais je prends soin de dire que ça peut être difficile, évidemment, en tant que journaliste,
ça n'est rien à côté de ceux qui n'ont pas choisi ce qu'ils sont en train de vivre. Nous, on a toujours fait le choix d'aller sur le terrain quand même. Je me permets de me répéter, mais je pense que c'est important quand même. Bonjour. Bon, c'est moi, je sais pas. Non, c'est où? Non, c'est pas. Alors, le métier de journaliste est un métier compliqué où on peut parfois aller dans des zones de guerre, des zones dangereuses. Pour vous, quand est-ce qu'il s'arrête ce métier de journaliste? Est-ce qu'il y a déjà des moments dans votre carrière où vous avez refusé de partir dans un endroit parce qu'il était trop dangereux ou pas? Très bonne question. Alors, c'est là le problème, c'est que c'est un métier qui s'arrête jamais en vrai. Ça s'arrête jamais. Vous allez, j'en sais rien, à l'anniversaire d'un copain, vous allez au mariage de votre cousine, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous parler de ce qu'elles peuvent faire dans la vie, vous allez vous dire, mais ça ferait un super reportage. Vous êtes en train de discuter avec des copains à un dîner, et là, vous avez une alerte qui vous dit, j'en sais rien, tsunami sur les côtes italiennes. Vous pensez que vous continuez à rester sur le dîner, ou vous êtes déjà en train de réfléchir si vous allez partir? Donc, il y a une énorme place qui est accordée à ce métier dans la vie du journaliste. Moi, je ne sais pas combien de mariages, d'anniversaires j'ai dû louper à cause du terrain, mais je le fais sciemment. Maintenant, sur les terrains très très compliqués, je vais pas te livrer moi ce qui m'est arrivé, parce que ça n'est pas encore arrivé, mais je pense à une collègue qui malheureusement avait perdu un de ses proches, qui était journaliste à France 2, et cette copine que moi je connais bien qui travaille aussi à France 2, ce monsieur est mort en Syrie. Et les enfants de ma pote ont dit « Maman, tu partiras jamais en Syrie ». Et elle leur a fait la promesse de ne jamais partir en Syrie. Et j'ai plusieurs collègues dont les enfants ont dit « T'as pas le droit de partir en Ukraine ». Et alors il y a des parents qui sont partis quand même, et d'autres parents journalistes qui ont dit « Ben je vais pas y aller ». Mais ça relève de l'intime, c'est pour ça que je donne aucun nom bien sûr. Mais ça relève de l'intime, ça relève du moment aussi. Il y a des moments où c'est peut-être plus difficile de partir, mais souvent pour les personnes qui sont autour de toi plutôt que pour toi. Mais j'insiste, la peur, je pense que quand tu n'as plus du tout peur, c'est là où ça peut devenir dangereux. Voilà. Moi je pense que c'est important d'avoir peur, il ne faut pas avoir justement peur de l'exercice. Bonjour. Alors moi ma question c'est, en tant que journaliste, est-ce que vous subissez des préparations du coup physiques, ou en cas de combat, est-ce qu'on vous briefe sur les réflexes à avoir en zone de conflit, comment réagir? Parce que selon moi, ça reste quand même assez dangereux, je sais pas. Alors j'adorerais dire que sur 5 jours de travail par semaine, on a 2 jours où on peut faire que du sport et tout ça, mais bah non, pas du tout. On a, cela dit, on peut avoir des stages, ce qu'on appelle dans l'armée le stage commando, qui se passe à Collioure, qui te met dans des conditions de terrain de conflit, et tu es briefé et tu vis des exercices pratiques avec l'armée. Il y a la même chose avec la Croix-Rouge. Moi j'ai eu la chance de faire les deux, c'est très intéressant, mais je dois être honnête, j'ai pas tout retenu. Il y a beaucoup de détails techniques qui m'ont un petit peu, qui sont loin de moi maintenant, mais tu baignes quand même dans des connaissances qui peuvent te servir plus tard. Après, il y a un dernier truc qui s'appelle le bon sens et la débrouillardise. C'est jamais suffisant, ça peut évidemment pas suffire, mais ça veut dire poser la bonne question à la bonne personne au bon moment, toujours se demander s'il faut aller dans tel endroit ou tel autre, et souvent ça peut aider. Et pour la condition physique, je pense que oui, il y a des petits moments, pas beaucoup, hein, il y a des petits moments où ça va reprendre vite quand même. Bonjour monsieur, vous avez dit que vous étiez rendu en Libye pendant les révolutions du printemps arabe de 2011. Quel était votre rôle là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait sur place? Alors à l'époque, moi je bossais pour une autre chaîne de télé TF1, et on a vécu la chute de Tripoli. C'est-à-dire le moment où la capitale n'était plus aux mains des pro-Kadhafi. Et ce qui était assez saisissant, c'est que moi j'étais déjà allé à Tripoli peu de temps avant et j'avais rencontré Kadhafi et la ville était complètement en train de basculer. Et il y avait beaucoup de snipers aussi qui étaient sur les toits des immeubles, donc il y avait une vraie tension parce qu'on ne savait jamais ce qui allait se passer d'une rue à l'autre. Et c'est vrai que pour le coup c'était une mission assez éprouvante et j'étais content qu'elle ne dure pas un mois. Un mois ça aurait été trop. Et on dormait dans des hôpitaux, on dormait dans les halls d'hôtels. On était, je pense, 50 journalistes à dormir dans les halls d'un hôtel, par terre. Hein, mais une fois de plus, c'est pas pour nous que c'est compliqué. Mais c'est vrai que physiquement, parfois, on se dit il vaut mieux pas que ça dure un mois. Voilà. Bonjour monsieur.
parfois vous ne vous sentez pas coupable ou vous ne culpabilisez pas de voir toutes ces personnes, par exemple en Ukraine, et après de rentrer chez vous et de vivre votre vie dans la vie? Ouais, bah c'est une très bonne question. Je vais vous donner juste un détail. Quand on est parti d'Ukraine, on a pris un train de nuit, donc sans lumière, qui nous a amené jusqu'à la Pologne, qui a dû durer 24 heures. Et à la sortie de ce train, c'est incroyable, hein, vraiment, quand on dit que l'Europe ne marche pas, je vais vous montrer l'Europe qui marche. Vous aviez à la sortie du train, donc il y avait des rescapés de Tchernihiv, notamment une ville qui avait été beaucoup bombardée, et quand ils sortent du train, les Ukrainiens, alors autant vous dire qu'évidemment le train est gratuit, il y avait un four à pizza, j'ai des frissons en parlant, un four à pizza avec des jeunes qui écoutaient de la techno, qui faisaient de 8h du matin jusqu'à 23h, des pizzas gratos données à tous ceux qui sortaient de ce train, et qui avaient droit à ce petit réconfort-là. Ils allaient jusqu'à les accompagner en portant leurs valises dans le train d'après qui les amenait ensuite à Varsovie, je parle des rescapés, et ils distribuaient les pizzas chaudes dans tous les wagons. À côté de ça, vous aviez des militaires, des pompiers, qui là aussi s'occupaient des bagages, qui demandaient où les Ukrainiens pouvaient se rendre, s'ils avaient de la famille dans telle et telle ville, s'ils pouvaient les aider. Et cette solidarité-là, qui était incroyable, on s'est tous regardés avec l'équipe, on a dit on a vraiment l'air pour un côté. Parce qu'inutile, en vérité. Alors après, évidemment, on se rassure en se disant qu'on témoigne quand même de la guerre, donc j'espère qu'on sert un petit quelque chose. Mais en vérité, on n'est pas acteur. On est observateur. Et c'est une vraie différence. Et il y a beaucoup de moments où on peut se dire, légitimement, j'aimerais être acteur. Mais si vous devenez acteur, vous pouvez répondre à une attente à l'intérieur de vous-même. C'est normal de vouloir aider. Mais il faut faire aussi attention à la juste distance. Tout en gardant toujours de l'empathie pour les victimes. Je veux dire, le jour où on n'a plus d'empathie pour les victimes, je pense qu'il faut vraiment changer de métier. Mais vous allez pouvoir aider une personne âgée, moi j'ai ça en tête, qui n'arrivait plus à marcher parce qu'il y avait un bombardement pas loin et cette personne âgée était littéralement seule à porter des bagages. Mais vous allez faire ça 10 minutes et ça ne va pas faire de vous un héros. Après, vous restez dans votre reportage et en vérité, vous n'aidez pas les gens qui sont sur le terrain. Ça n'est pas votre rôle. Oui, on le regrette, souvent. Et à côté de ça, on espère que les reportages auront permis d'avoir un regard peut-être différent sur l'Ukraine, mais en vérité, on n'est pas des sauveurs, hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et je pense qu'il vaut mieux le savoir, parce que sinon on y va pour de mauvaises raisons. Mais il y a plein de fois où on se dit, bah ouais, on a un peu merdé, on aurait voulu faire plus. Mais la limite, je pense, malheureusement, et c'est important dans ce métier, c'est de savoir justement que nous ne sommes pas des acteurs, nous sommes juste des observateurs. Je ne sais pas si je réponds clairement, mais en tout cas c'est ce que je ressens, mais c'est mon point de vue à moi, attention, tout ce que je vous dis, c'est pas écrit dans une bible du journalisme, hein. C'est pas un métier fait de sciences exactes, c'est de la sensibilité, un point de vue, tout peut évoluer, peut-être que dans 5 ans je vous parlerai un peu différemment, tout est plastique, hein. C'est très important que je le dise, très très humblement, il n'y a pas de vérité absolue, hein. C'est la pratique qui fait que je vais vous répondre de telle ou telle manière, bien sûr. Je voudrais savoir quand est-ce sur le terrain, dans quelle démarche vous allez aller vers la population si vous désignez que vous êtes journaliste et dans quelle démarche vous allez voir. Toujours journaliste, on n'a pas le droit d'avancer masqué. On n'a pas le droit. Enfin, dans quelle question vous leur posez directement, quelle intrusif, mais déjà, on commence toujours par dire qu'on est journaliste. Alors quand on a une caméra, c'est pas très compliqué d'expliquer notre métier. Mais moi, je considère qu'il ne faut jamais avancer masqué. C'est-à-dire essayer d'avoir des infos sans dire qu'on est journaliste, c'est pas correct. Après, il y a plein de cas particuliers. Quand vous faites des enquêtes, quand vous avez en face des personnes qui ne veulent pas répondre aux journalistes alors qu'il y a des choses à avoir, là c'est autre chose. Mais et les questions qu'on pose, j'allais dire, et c'est là où ça va vous sembler un petit peu choquant ce que je vais vous dire, mais c'est beaucoup plus facile de couvrir une guerre que de couvrir un scandale financier. C'est beaucoup plus facile parce que malheureusement, l'horreur elle est à vos pieds. On a une phrase chez les journalistes qui consiste à dire on n'a qu'à se pencher pour ramasser des choses horribles. Et c'est vrai. Un séisme, une guerre, ça n'est pas compliqué de raconter des choses qui font sens. Voilà. Mais je pense que si vous arrivez, après c'est une question de sensibilité, mais si vous arrivez comme un bulldozer pour avoir des infos tout de suite auprès de quelqu'un qui a perdu sa maison, je ne suis pas persuadé que ce soit du meilleur effet. Hein, donc il faut aussi adapter, je vais dire ça comme ça, adapter sa sensibilité et si possible se mettre quand même d'abord à la place de la personne qui va répondre. Parce que moi, c'est ce que je me dis toujours, hein, quel courage en vrai de témoigner devant une caméra. Mais quel courage. Moi je suis pas sûr que si on... Même si dans la rue on vient me voir pour dire pour qui vous voulez voter, mais ça ne me regarde pas, je partirai. Et je trouve que en vrai, c'est un courage. Et je prends soin de dire que c'est un courage pour ceux qui ne sont pas habitués à répondre. Et j'aurais toujours un peu plus de sympathie pour celui qui n'est pas habitué à répondre,
par rapport à celui qui fait ça par cœur et pour qui c'est naturel, voire il y trouve un intérêt personnel. Je pense par exemple au candidat à une présidentielle, ils savent comment ça marche. Donc peut-être qu'on doit avoir un petit peu moins pas de considération, on doit avoir de la considération pour tout le monde, mais d'accompagnement, voilà. Évidemment, on va accompagner davantage quelqu'un qui a sa maison qui a été détruite plutôt qu'un candidat à la présidentielle qui a besoin de nous. Il a besoin de nous pour que ses idées soient véhiculées. Celui qui a perdu sa maison, il n'a pas besoin de nous, c'est trop tard. Le drame est déjà arrivé. Voilà. Donc je pense qu'il faut juste avoir en tête. Mais une fois de plus, c'est pas une science exacte et tous les jours on essaie de faire un petit peu mieux. Hein, moi, le premier. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez refusé d'aller sur certains terrains si c'était trop jugé trop dangereux. Mais est-ce que vous pouvez aussi demander d'enquêter sur certains sujets ou d'aller sur certains endroits? Bien sûr, et c'est très important parce que c'est une question tout à fait légitime. Un journaliste, il est proactif, donc il fait des propositions. Moi, je fais des propositions toutes les semaines de sujets. Pour l'Ukraine, moi j'ai fait la main pour dire si vous avez besoin d'une relève, je serais content d'y aller. Donc évidemment, un journaliste, il n'attend pas que ça tombe. Il doit être force de proposition. C'est vraiment important. Et ça vous rend encore un peu plus, impliqué. Hein, plutôt que de subir tout le temps. Mais le news, par définition, c'est des choses qui ne se prévoient pas. Donc les deux peuvent cohabiter. Bonjour, je vais avoir merci pour ce témoignage. J'aimerais savoir si l'arrivée massive d'Internet, c'est plus un frein ou est-ce que c'est plus bénéfique à votre métier? J'ai l'impression que t'es un vieux con en vous répondant ce que je vais répondre, mais j'ai quand même connu les débuts d'Internet quand j'étais étudiant. Mais c'est horrible de dire ça. Et je pense que c'est plus une chance en fait, c'est une chance incroyable. Une chance incroyable. Moi, je n'utilise pas les réseaux sociaux, Instagram, je sais pas comment ça marche, mais Twitter en revanche, moi je suis, je crois, 90 personnes seulement qui ne sont que des journalistes et qui ne balancent que des infos. Et des infos essentielles pour moi. Parce que quand je suis en Ukraine, je vais suivre des journalistes que je sais sérieux, dont je crois les témoignages et les faits, et ils vont m'aiguiller. Et celui qui me dit il y a eu 10 morts dans tel immeuble, c'est une information que j'ai immédiatement. Et il y a 20 ans, ça n'était pas possible d'avoir ces informations immédiatement. Vous aviez des téléphones satellites, il fallait beaucoup plus de temps pour vérifier, donc pour se déplacer, et aussi pour envoyer les images. Nous, il y a des plateaux qu'on a fait, des directs pour LCI qu'on a fait à l'iPhone, qu'on a envoyé via WhatsApp. Il y a 5 ans, c'était impossible. J'ai des collègues qui font des directs à la télévision avec leur iPhone. Alors, l'avantage, c'est que ça va plus vite. L'inconvénient, c'est que ça va trop vite. Et que donc, parfois, vous avez des infos que vous n'avez pas le temps de vérifier, que vous ne prenez pas le temps de vérifier. Vous avez aussi des personnes qui peuvent se faire passer pour d'autres. Donc, en gros, il y a encore plus de potentiels mensonges. Vous rappelez ce que je vous ai dit, un journaliste doit toujours se demander si la personne qui lui parle est en train de mentir. C'est encore plus vrai sur les réseaux sociaux. Moi, je fais confiance à mes collègues, mais par définition, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas journalistes qui s'expriment racontent tous des conneries, pas du tout. Et simplement, il faut qu'on questionne ça. Donc c'est là parce que ça va plus vite qu'il ne faut pas avoir ces filets de sécurité, si je puis dire. Mais après, en termes de technologie, c'est incroyable. On a filmé littéralement des sujets quasiment que à l'iPhone. Les derniers iPhones permettent des mouvements de caméra, des mouvements de téléphone d'ailleurs, qui sont très très fluides, qui sont aussi fluides qu'avec des Ronin que vous avez dans les plus belles équipes de tournage à Hollywood. Mais j'exagère à peine. Donc tout est en train de changer très très vite. Voilà. Comment, dans le métier de journaliste, comme vous savez jamais sur quoi vous allez vraiment travailler, comment vous gagnez de l'argent? Par rapport à quoi? J'ai pas vu qui parlait, pardon. Voilà. Je veux bien la fin de la question, pardon, excuse-moi. Comment, en fonction de... vous ne savez pas sur quoi vous allez travailler, donc comment vous gagnez de l'argent? Comment on gagne de l'argent, vous voulez dire la chaîne gagne de l'argent? Moi? Non, les journalistes, non, c'est important, c'est une vraie question de fond. Et franchement, c'est très important en vérité, parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas partir en Ukraine déjà, vous journalistes. Parce que moi, quand je pars en Ukraine, on part avec de l'argent pour payer un fixeur, on part avec des gilets pare-balles, ça coûte très cher les gilets pare-balles en fait. Hein. On part avec un gros dispositif, on a une équipe qui est partie avec une voiture blindée, ça coûte vraiment de l'argent. Et dans ces cas-là, vous avez le droit de ne pas aimer TF1, il n'y a pas de problème, mais TF1, France 2, c'est des chaînes qui ont de l'argent. Et c'est de l'argent qui permet aux journalistes de travailler dans de bonnes conditions.
Donc ça, c'est déjà un premier point. Vous avez des journalistes, et j'ai cette chance-là, j'en ai bien conscience, qui sont en CDI. Donc moi, je suis rattaché à une rédaction. Je ne suis pas précaire. Vous avez de plus en plus de journalistes qui sortent d'école aujourd'hui, qui vivent malheureusement dans la précarité, qui n'ont pas de CDI, qui ont ce qu'on appelle un statut de pigiste, c'est-à-dire qu'on va les appeler pour 3-4 jours, pour une semaine, pour 15 jours, pour 3 mois, puis après ça s'arrête, il faudra trouver un autre contrat. C'est un métier qui est bouleversé, avec malheureusement des audiences qui s'émiettent. Il n'y a jamais autant de personnes qui ont regardé l'info, mais on la regarde sur tellement de supports différents qu'il y a énormément en presse écrite, en radio et en télé des audiences qui s'effritent au profit d'Internet. Et donc c'est-à-dire qu'il y a moins d'argent qu'avant pour travailler aussi quand même. Et moi je travaille pour un média privé, et c'est là où je reviens à l'intérêt général. TF1, son intérêt particulier, c'est quand même de gagner de l'argent, c'est une entreprise privée. Mais, sur l'info, elle a ce qu'on appelle une mission d'intérêt. Et cette mission d'intérêt, c'est une mission d'intérêt générale. Et on a des droits et des devoirs en tant que journaliste, et notre droit, notre devoir, c'est de parler à tous. Vous vous rappelez, pas d'intérêt particulier. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, TF1 vit grâce à la pub et uniquement la pub. France Télévisions, vous le savez, vit grâce à la redevance, mais aussi grâce à la publicité. Mais j'ai cette chance, et j'en ai bien conscience, que, en vérité, la manière dont TF1 gagne de l'argent, ça n'influe pas sur mon travail. Moi, je suis là pour témoigner, je ne suis pas là pour rendre compte de ce qui se passe sur le terrain, je ne suis pas là pour que l'action de TF1 elle monte ou elle descende. Et c'est une vraie chance, en vérité. Une fois de plus, je m'estime très chanceux. Dans un milieu journalistique où ça défouraille, c'est quand même un métier compliqué aujourd'hui. On est attaqué pour ce qu'on fait, pour ce qu'on représente, et il y a une précarité malheureusement qui grandit. Et c'est d'autant plus regrettable qu'on n'a jamais eu autant d'informations. Donc moi j'ai bon espoir que ça continue, je pense qu'on aura toujours besoin de journalistes, mais voilà, il faut qu'on soit soutenu aussi derrière. Bonsoir, j'avais une question. Donc, est-ce qu'il y a des endroits où vous n'êtes pas allé et où vous avez regretté de ne pas être allé? Et quels sont-ils, si c'est pas indiscret? Alors moi il y avait l'Ukraine en 2014, mais j'ai été gâté depuis. Et puis, oui, il y a quelque chose, mais j'étais pas encore du tout étudiant, mais je me rappelle très bien du 11 septembre. J'étais devant ma télé et j'ai eu ce moment de sidération, tout en me disant j'aimerais pouvoir aller sur place. Et il y avait une frustration, j'allais dire saine, j'étais plus étudiant, mais je sais que ça fait partie de ces moments où je me suis dit j'aimerais vraiment pouvoir témoigner de ça. Ouais. Bonjour, alors vous avez dit qu'à partir d'un certain moment il y avait une routine qui s'installait. Et moi ma question c'était quoi la journée typique d'un journaliste en Ukraine? Est-ce qu'il y a des après-midi entières que vous passez à la sélection d'informations, à les images, ou alors si vous êtes tout le temps en terrain, quel est le déroulement de la journée? C'est vrai que c'est différent, souvent c'était les bombardements qui pouvaient décider de comment commencer la journée, mais on est parti dans plusieurs villes, on a fait des sujets qui étaient différents dans leur thématique. Quand on parle des enfants, on va plutôt aller évidemment vers des maternités, vers des écoles, les écoles étaient fermées. Quand on parle des forces territoriales, on va passer 2 jours avec ces forces territoriales. Donc, les journées ne se ressemblent pas. Simplement, tous les soirs, on dormait quand on était à Kiev dans le même hôtel. Et en vérité, c'est bien aussi d'avoir des repères qui vous permettent quand même de vous ressourcer un tout petit peu. Alors après, il y a des sirènes toutes les nuits et on sait que les bombardements se rapprochent. Donc je veux dire par là que c'est pas une oasis, l'hôtel. Mais il y a quand même un semblant de rythme quotidien. Mais à l'intérieur de la journée, en revanche, les thématiques que l'on utilise, les thématiques que l'on déploie, elles sont toutes différentes. Et le but du jeu, c'est de ne jamais faire le même sujet. Un journaliste doit toujours se demander, quand je fais un sujet, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Qu'est-ce qu'il a de neuf? Qu'est-ce qu'il dit de la situation d'aujourd'hui? Ça, on l'a en tête quand on avance et qu'on propose des angles différents d'un sujet à l'autre. Bonjour. Dans un contexte de guerre où il faut délivrer un maximum d'informations, comment vous gérez ce dilemme entre montrer la réalité telle qu'elle est, peut-être parfois s'abstenir parce que l'image est peut-être trop choquante ou réfléchie? C'est vrai qu'on a vécu notamment cette question-là, elle nous a été posée, j'allais dire, frontalement, parce que dans un hôpital où on a vu des enfants qui avaient été victimes d'impact d'obus, vraiment, c'était effroyable de voir ces 3 petits-enfants qui étaient entre la vie et la mort, ils étaient 4 d'ailleurs. Et spontanément, j'ai même pas eu besoin de dire au caméraman, le caméraman a filmé de loin.
pour qu'on n'ait pas de visage trop près des enfants. On a demandé à la famille, évidemment, et à l'hôpital avant si on pouvait filmer ces enfants. Ils ont dit oui, et on a décidé de filmer de pas trop près. Voilà. Et le personnel de l'hôpital nous a dit, est-ce que vous voulez poser des questions aux enfants? Et il y avait 2 enfants qui étaient en capacité quand même de parler dans un autre service. Et moi, j'ai estimé qu'ils étaient trop jeunes et que je ne savais pas l'impact que ça pourrait avoir pour eux de parler de ce qu'ils avaient vécu devant une caméra. Et je me suis dit, je ne prends pas ce risque. Parce que peut-être que ça va réveiller quelque chose, peut-être que je vais avoir une question maladroite et je ne veux pas prendre ce risque. C'est des enfants qui ont déjà trop connu de souffrance, donc je n'y vais pas. En revanche, il y avait une jeune fille qui avait 14 ans, et le médecin nous l'a aussi signalé en disant posez-lui des questions. Et on a estimé avec l'équipe, on a parlé très vite, et on a estimé qu'à 14 ans, ça n'allait probablement pas, on espérait que ça ne la traumatise pas de la même manière que les plus jeunes. Et elle voulait parler, sa grand-mère qui était dans le couloir, parce qu'elle n'était pas majeure, sa grand-mère était d'accord aussi, bien sûr, et le personnel médical, hein, sinon on n'y serait pas allé. Et elle nous a livré un témoignage qui était poignant, mais en dessous d'un certain âge, je n'aurais pas accepté. Alors, je ne sais pas si je réponds complètement à ta question, mais voilà, toujours se demander est-ce que ça vaut le coup en fait. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup? D'abord pour la personne que l'on interviewe, et pour celui qui regarde la télévision, parce que TF1, on a encore cette chance d'être regardé par 6 à 7 millions de personnes tous les soirs, on sait qu'il y a des jeunes qui regardent. Donc ça nous oblige encore un peu plus. On ne peut pas tout montrer. Non pas que ce soit de la censure, c'est pas du tout de la censure. Hein. C'est souvent le journaliste avec son équipe qui se dit est-ce qu'on peut montrer ça? Est-ce qu'on aurait envie de voir ça dans son salon? Ou alors qu'on est en train de dîner ce soir? Est-ce que c'est supportable? Voilà. Et c'est pas du tout de la censure. Hein. C'est une question journalistique. Voilà, c'est important. Parce que souvent on dit mais c'est de la censure. Mais pas du tout. On a cette responsabilité-là. Et tous les jours on se trompe. Tous les jours. Tous les jours, on pourrait faire mieux, mais j'insiste, ça n'est pas une science exacte. Vraiment. Bonjour. Vis-à-vis de la guerre, est-ce que vous avez des informations qui disent la loi de l'ONU? Très bonne question. Très bonne question. Ouais, quand on a suivi les forces territoriales, par exemple, ils ne voulaient absolument pas qu'on montre la maison dans laquelle ils étaient recroquevillés. Parce qu'en 2022, dès que le reportage sort à la télévision française, vous pouvez être sûr qu'il y a des services de sécurité en Russie qui analysent, évidemment. Il ne faut pas être innocent. Donc, on faisait attention à ça. Les plaques d'immatriculation aussi, parfois on pouvait les flouter. Il y a certains visages qu'on n'a pas montrés parce qu'on savait que ça pouvait être impactant pour la sécurité de cette personne. Une fois de plus, parfois on peut se tromper, mais on essaie de faire attention à ça. C'est une guerre, hein, c'est une guerre, et nous, les informations qu'on véhicule, elles peuvent être utilisées de part et d'autre. Donc c'est important. Oui, bonjour. À quel moment vous, sur le terrain, vous décidez de retirer votre rôle de journaliste et d'aller aider des civils, par exemple des bombardements dans les immeubles? À quel moment vous vous dites, si ça vous est déjà arrivé, d'aller agir? Alors, c'est juste ma réponse à moi. Il n'y a pas un glossaire de ce que doivent faire les journalistes. Mais je pense que quand il y a une urgence absolue, qu'il n'y a personne à côté pour aider, oui, on arrête le reportage et évidemment qu'on donne un coup de main et on ne se pose pas la question. Mais la plupart du temps, dans ces situations-là, on est là pour, j'insiste, témoigner de ce qui se passe, rendre compte, sans pour autant être acteur. Et vous avez retenu le début de ma réponse. S'il y a une urgence, de toute façon, la question ne se pose pas, on y va. Mais on ne va pas pouvoir le faire sur 5 heures. Parce qu'on a des reportages. Moi, j'ai un rythme quotidien de 1 ou 2 reportages par jour. Donc, je ne dis pas ça par lâcheté, bien sûr. Et puis, je ne vais pas là-bas comme humanitaire. Je vais là-bas comme journaliste. Et si je bascule trop dans l'humanitaire, je ne vais pas faire mon travail. C'est dur à entendre, hein, mais il faut savoir pourquoi on parle aussi. Oui. Le journaliste donne la parole à du divertissement, à des opinions politiques, à l'économie, enfin beaucoup de rôles. Comment ce métier a concentré tous ces rôles et donner la parole à autant de choses si diverses? Quand on dit autant de choses aussi diverses, c'est-à-dire entre donner la parole à je sais pas, des candidats à l'élection présidentielle et parler de la guerre en Ukraine, comment le journaliste peut avoir ce métier-là, de pouvoir livrer autant de messages différents? C'est une très bonne question parce qu'en fait ça veut dire que d'abord c'est imparfait dans les connaissances. Moi j'ai pas de peine à dire que
Je ne connaissais pas très bien l'Ukraine avant d'y aller, mais comme je témoigne de ce qui se passe sur le terrain, heureusement que j'apprends sur place et que je me documente, bien sûr, mais je n'ai pas une connaissance parfaite de l'Ukraine quand j'y vais. Alors c'est un problème, c'est aussi une qualité, c'est-à-dire que comme on est censé retranscrire une réalité, je me mets aussi au niveau de celui qui ne connaît pas très bien, et j'essaye, entre guillemets, de passer de l'expert à celui qui ne connaît pas ce sujet, pour s'adresser à tout le monde, parce que moi j'ai un média grand public. Si je travaillais pour une revue militaire, je ne partirais pas en Ukraine, parce que je n'ai pas les compétences pour. Et puis une fois de plus, moi je ne raconte pas la guerre géopolitique, je raconte la guerre au quotidien dans un quartier, ou avec des forces territoriales. C'est-à-dire, je raconte la petite image pour peut-être, j'espère parfois, expliquer des trucs plus grands. Donc ça, on peut tous le faire en vérité quand on est journaliste. Et après, cette capacité de passer d'un endroit à l'autre, je considère que c'est le rôle d'un journaliste. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir interviewer un candidat à la présidentielle, comme on doit pouvoir ensuite aller, j'en sais rien, sur un marché pour pouvoir parler du pouvoir d'achat. Et, pardon, on ne doit pas être plus sympa avec le candidat parce qu'il est connu qu'on doit l'être avec une femme qui galère pour faire nourrir ses enfants. Et ça, c'est hors de question. Il faut qu'on se le rappelle tous les jours. À la limite, même, on doit avoir plus d'empathie pour cette personne, je le répète, qui ne connaît pas les codes de ce métier et qui va livrer une parole qui peut lui coûter. Et passer de l'un à l'autre, en vérité, c'est très stimulant parce que vous ne savez pas effectivement ce que vous allez faire dans une semaine ou dans un mois. Mais ça nécessite aussi quand même accessoirement il faut se nourrir quand même de l'actualité. Moi, c'est une drogue. Je vous dis, je vais écouter la radio 3 heures par jour, je lis des reportages tous les soirs avant de me coucher. C'est, j'allais dire, comme un énorme feuilleton Netflix où tous les jours, il faut avoir en tête ce qui se passe quand même. C'est imparfait, ça n'est pas modal et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas savoir, évidemment, alors par définition, on ne peut jamais tout savoir, surtout pas un journaliste, surtout pas moi, mais il faut cette curiosité-là. Il faut se dire que c'est surtout une chance incroyable en fait. Tous les jours, vous allez interviewer des personnes que vous n'aurez jamais rencontrées dans votre vie de tous les jours. Une fois de plus, pour nous, c'est une chance folle. Une chance folle. Il nous reste peu de temps, je pense que ça va être la dernière ou l'avant-dernière personne. Bonjour. Est-ce que, même avec la présence d'un traducteur, vous arrive parfois d'avoir un problème vis-à-vis de la langue par rapport à vos interlocuteurs? Bien sûr, c'est beaucoup moins facile de faire des interviews quand on ne maîtrise pas la langue. Évidemment, il y a une déperdition d'informations. C'est certain. Maintenant, heureusement que justement on a ces traducteurs, moi j'appelle ça des anges gardiens, parce qu'ils nous expliquent le pays, ils nous disent par où passer, sur les terrains de guerre, de surcroît, c'est eux sur qui la sécurité repose. Donc heureusement qu'ils sont là. On n'a pas la même efficacité que si on fait une interview en français ou en anglais, parce qu'on a tous à parler en anglais quand même. Donc oui, ça peut être une difficulté supplémentaire. L'ukrainien, clairement, j'arrivais pas à dire bonjour quand je suis arrivé là-bas. Donc voilà, il faut quand même avoir un tout petit peu de vocabulaire. Mais comme ça, comme les micros sont allumés, les batteries dans quelle mesure vous avez décidé quelle information a la priorité sur le Ça, c'est peut-être la question des questions. C'est impossible de répondre intelligemment. C'est-à-dire que pourquoi telle info plutôt que telle autre, j'allais vous dire, c'est du feeling en fait. Moi, je trouve que l'exemple que je vous ai donné sur les armes qui sont livrées sur un terrain de guerre, sur une ligne de front, moi, ça me parle. Je me dis, cette information, on ne l'avait pas vue. Elle raconte quelque chose de l'adaptabilité des forces territoriales ukrainiennes. Et c'est ça qui m'a marqué. Donc je me dis, si ça m'a marqué moi, ça va peut-être marquer les autres. C'est souvent comme ça que je réfléchis. Alors c'est imparfait comme manière de penser, mais au moins, souvent, en se disant qu'est-ce qui m'a marqué, si je ferme les yeux, si je réfléchis à une chose, qu'est-ce qui m'a marqué, et bien après, on peut considérer que c'est peut-être une information importante. Et si on a un doute, et ben on a des collègues, on a un chef à qui on peut en parler. Mais c'est aussi la magie de ce métier, c'est-à-dire que c'est un choix, donc vous êtes acteur en quelque sorte de l'information que vous avez donnée.